Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour la review de WWE TLC 2020 qui a donc eu lieu dimanche, là dans la nuit de dimanche à lundi. Un show de 3 heures, 3 heures pile, donc dans une durée qui était prévisible, et avec seulement un match de kick-off qui a été ajouté par rapport à ma vidéo pronostic, donc ils n'ont pas ajouté de match sur la carte principale. C'était peut-être quand même une petite surprise parce que j'aurais bien vu un match supplémentaire, notamment de SmackDown, puisque il n'y avait que deux matchs de SmackDown représentés sur la carte principale. Finalement, ils en auront bien ajouté un pour SmackDown, mais ça aurait été seulement le match de kick-off, et on va en parler tout de suite. Il s'agissait d'un 8-man tag team match entre finalement toute la mid-card de SmackDown, ou du moins pratiquement toute la mid-card de SmackDown. C'était un match entre d'un côté Daniel Bryan, Big E, Otis, Gable, et de l'autre les Heels composés de Sami Zayn, Corbin, Cesaro et Nakamura. Ça fait quand même du beau monde, c'est quand même un peu triste de voir quand même pas mal de ces noms-là seulement dans un match de kick-off, quoi. C'est assez triste. Donc là, on est vraiment sur du remplissage pur et simple. Un match qui n'aura pas duré très longtemps, durée kick-off 8 minutes 43 exactement. On pourra noter une tenue très Vader de la part d'Otis, à part que Vader lui il avait plutôt un legging, alors que là Otis il avait sa grenouillère qui les porte maintenant depuis SmackDown, le dernier SmackDown, et ce qui lui va beaucoup mieux que ce slibard dégueulasse qu'il avait avant. C'est déjà bien mieux ainsi. Ce qu'on peut noter, c'est que il y a eu quand même quelques échanges sympas entre notamment Gable et Cesaro, et Bryan et Cesaro. Alors forcément, on avait des mini dream match là, mais qui n'ont pas duré longtemps, évidemment, avec tout ce beau monde là sur le ring, et puis un match déjà assez court. On a quand même Bryan qui se fait dominer quand même par les Heels pendant un bon petit moment. Il y a Sami Zayn qui vient faire chez Big E à l'extérieur, qui s'enfuit. Évidemment, Big E essaye de le poursuivre, mais il s'enfuit. Otis se charge ensuite du hot tag. Gable lui dit alors que c'est le moment de sa leçon, puisque Gable lui prodigue quelques conseils, il lui donne des leçons sur le ring depuis 2-3 semaines, mais des leçons un peu compliquées, c'est pas forcément très compréhensible, et c'est vrai que Otis en perd son latin, et les téléspectateurs aussi d'ailleurs au passage, puisqu'on sait jamais s'il faut faire ce qu'il dit ou pas, c'est toujours un peu ambigu. C'est vrai que la dernière fois Otis n'avait pas porté le Caterpillar parce que Gable lui avait dit fais plutôt une souplesse. Du coup il l'avait écouté. Bon, il aura fait son Caterpillar plus tard, mais effectivement il a pas écouté tout de suite. Et là pour le coup il fait son Caterpillar sur Nakamura. Ensuite il y a quand même un travail à deux entre Gable et Otis sur Nakamura, mais du coup on voit que on a l'impression qu'on est en train de nous construire une tag team, mais qu'elle est pas au point, et du coup Otis perd du temps, il tarde, et du coup il se fait contrer par Nakamura. On arrive ensuite à la séquence classique où on s'échange tous des finishers, là, les uns et les autres, ce qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus dynamique. Running knee de Bryan, Chaos Theory de Gable, uppercut de Cesaro en plein vol. Et finalement, Sami Zayn vient faire le tag avec Cesaro pour ramasser un peu les miettes, toujours en coward qu'il est, en ramassant les miettes sur Gable, avec un Blue Thunder Bomb, en tout cas une tentative, mais Gable esquive, fait le tag avec Big E, Zayn se retourne, il a envie de fuir, mais il voit qu'il y a personne pour faire le tag, puisque tout le monde est déjà à terre à l'extérieur. Finalement, big ending porté par Big E sur Zayn, et victoire des Faces, victoire de Big E, logique, très logique et très prévisible. Voilà, si ce match a été ajouté vraiment à quelques heures avant le show, mais même s'il avait été annoncé bien avant, je vous aurais fait dans ma vidéo pronostic, je vous aurais donné exactement le même finish. Victoire des Faces avec une victoire de Big E sur Sami Zayn. C'était très logique et prévisible, puisque le but quand même c'est d'avoir un match de championnat intercontinental entre les deux, et ça permettait donc avec ce tombé d'officialiser la chose, et c'est ce qu'ils ont fait, c'était normal. Et d'ailleurs ils ont officialisé le match plus tard dans la soirée, entre les deux. On va vite parler de ça, mais on va vite évacuer. Il y a eu quelques segments entre Big E et Zayn de temps à autre pendant le show. Et il y a eu même un petit échange entre Zayn et Caleb Braxton, parce qu'il accuse Caleb Braxton d'avoir fait fuiter des petits échanges backstage, où il était énervé, Sami Zayn, puisque dans le dernier segment de SmackDown, les Sami Awards, où il s'attribuait, il faut le dire, il s'attribuait les petites récompenses, le match de l'année, le retour de l'année.
Et évidemment, on s'attendait tous à ce qu'il se nomme aussi catcheur de l'année, mais bon, on l'avait vu plutôt dans un segment où Biggie s'est amusé à échanger les bulletins, et puis bon, évidemment, c'est tombé sur Biggie, ça s'est envenimé, voilà, et puis Biggie a pris le dessus donc à SmackDown, et donc il s'était énervé en coulisses, et on a eu cet extrait que Kayla Braxton a diffusé sur Instagram, et là, il s'en est pris du coup à Kayla Braxton qui dit que elle ne révélera pas ses sources en tant que journaliste, hein. Voilà, pour dire comment elle a obtenu ça. Il s'en est pris ensuite à Biggie qui était avec R-Truth aussi. Mais Biggie a menacé, hein, Sami Zayn, il dit ils se retrouveront très bientôt. Et donc là, on aura ce match pour le prochain SmackDown, dans le SmackDown de Noël, tout simplement. Voilà donc pour la petite histoire. Donc match qui n'a pas eu lieu, hein, finalement à TLC, qui aurait pu avoir lieu. Bon, ils gardent ça pour quand même un peu les audiences, j'imagine, hein, comme d'habitude, hein, ils gardent des petits matchs un peu style pay-per-view. En ce qui concerne le match, hein, voilà, c'est un kick-off assez dynamique, hein, qui te raconte quand même 2-3 histoires, hein, donc Biggie et Zayn notamment, et Otis Gable qui continue encore, hein, Gable à prodiguer des conseils à Otis, hein, il est encore pas au point, mais voilà, ça vient petit à petit, c'est ce qu'on nous raconte. Le taf est donc plutôt bien fait au final. Voilà, c'est pas foufou, c'est un match du kick-off. 2,75, ça sera ma note, ça vaut pas plus que ça. Voilà, on peut pas dire grand chose de plus que ça. Allez, on va commencer tout de suite par le show principal, la carte principale avec match comptant pour le championnat de la WWE entre Drew McIntyre et AJ Styles dans un TLC match. Et oui, étonnant choix d'opener que je n'aurais jamais vraiment pronostiqué. Personnellement, hein, je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, moi j'aurais mis le New Day Hard Business pour avoir quelque chose de vraiment dynamique et de qualitatif. Maintenant, bon, un TLC c'est aussi dynamique et qualitatif, donc ça peut s'entendre. Maintenant, on va voir si ce match justement a rempli cette fonction. Le match a quand même duré très longtemps, 27 minutes. C'est vrai que il m'a paru très très long, il m'a paru même au-delà d'une demi-heure. Donc c'est dire. Et c'est ça le problème, c'est que ce match a été très très long et m'a paru très chiant les 3/4 du temps. C'est vrai que la mise en route était laborieuse. C'était mou du genou. Ça a été pour moi une déception, il faut le dire. On a quand même, il faut le noter, un travail intelligent à souligner de la part d'AJ Styles à la jambe, hein, pour rendre probablement plus difficile une montée d'échelle pour Drew McIntyre. Donc ça c'est un bon point, c'est assez intelligent de sa part. Mais le match s'éternise et on a tendance à piquer du nez et c'est pas ce qu'on est censé ressentir dans un TLC match, quoi. Et on repart sur le travail plus tard avec un travail à la jambe, calf crusher avec l'échelle, coup de chaise sur la jambe, calf crusher avec la chaise. Bon, travail d'AJ intelligent. Drew balance AJ sur une table à l'extérieur. Il monte l'échelle et c'est là que le Miz, sans véritable surprise, se pointe pour bloquer Drew et le power bomber sur une table. Morrison se promène, lui, de son côté avec la mallette dans la main. Il vient voir l'arbitre lui-même et il dit « We're cashing in ». Donc on va cacher. Il dit on, hein, carrément. Donc c'est officiel. L'arbitre le proclame lui-même. Le match devient un triple threat TLC match. Donc il nous fait un cash-in à la Rollins. Là, c'était quand même pas forcément quelque chose d'attendu, surtout dans un match d'opener. Miz nous fait une Rollins, donc comme je vous le disais. Le Miz veut monter tranquillement, mais Omos vient le réceptionner, il vient sur le ring, il le réceptionne un peu comme un bébé et le balance de façon très dilettante sur la table à l'extérieur qui se détruit. John Morrison frappe Omos dans le dos avec une chaise, mais la chaise évidemment elle se casse. Là Jomo prend peur, il s'enfuit, il part sur la rampe, hein, il part même en coulisses, poursuivi par Omos, hein, très menaçant. On a ensuite un duel sur l'échelle entre AJ et Drew McIntyre. Le Miz arrive alors lui-même avec une deuxième échelle qui dispose à côté. Chacun tombe les uns après les autres, même Drew McIntyre qui tombe lourdement. On a un duel alors entre AJ et le Miz sur l'échelle. Drew pousse finalement l'échelle, hein, sur laquelle étaient situés les deux hommes, et fait tomber donc ces deux hommes par terre. Il enchaîne avec un Claymore sur le Miz. Drew monte ensuite tout seul sur l'échelle et récupère sa ceinture. Victoire de Drew McIntyre qui conserve donc son titre sans la moindre surprise. Le Miz aura donc étonnamment permis d'améliorer la qualité du match en suspense et en dynamique, parce que c'est ça qu'il faut dire, c'est que, donc comme je vous disais, les trois quarts du match, ces 3 premiers quarts du match auront été vraiment laborieux et longs, boring,
vraiment mou du genou, et c'est finalement au moment où le Miz est arrivé que c'est devenu un peu plus intéressant, un peu plus dynamique, et avec un peu plus de suspense, puisque du coup on avait quand même un triple threat, donc forcément ça augmentait un peu le suspense, hein, que si c'était que deux personnes. Et c'était un peu comme si on changeait des piles usagées pour en mettre des neuves, quoi. Ça a vraiment redonné un petit coup de boost au match. Hélas, le cash-in du Miz n'aura duré que 5 minutes, justement, la période du Miz n'aura duré que 5 minutes sur les 27 au total, c'est quand même bien trop peu, et tout le reste est quand même trop chiant pour que je puisse vraiment apprécier ce match, qui aura été la déception de la soirée pour moi, hein, il faut le dire, une vraie déception, alors que c'était quand même parti pour être normalement sur le papier l'un des matchs de la soirée. Je ne lui donne malheureusement qu'un petit 3 étoiles, hein, qui vaut surtout 3 étoiles qui valent surtout pour la stipulation, hein, la stipulation du TLC, le travail à la jambe intelligent de la part des Jay, le cash-in surprise du Miz et les quelques spots qu'il y a eu. Mais voilà, mais je donne pas plus parce que le reste, hein, vu le rythme du match, je peux pas lui donner une meilleure note. Et on peut dire que la mallette est aussi a priori définitivement cachée, puisque le fait que John Morrison, hein, j'ai eu un doute, mais le fait que John Morrison dise on cache pour valider donc le cash-in, alors que c'est pas le Miz lui-même qui a donné la mallette à l'arbitre et qui a demandé à ce qu'on cache maintenant. C'est pas lui qui l'a fait, c'est Morrison. Mais bon, a priori ça va valider les choses, hein. Je pense pas qu'il y aura de changement à ce niveau-là. Sinon l'arbitre, si l'arbitre n'avait pas trouvé ça légal, il l'aurait pas validé, tout simplement. Voilà. Mais bon, on sait jamais, hein, maintenant avec la VVE, hein, on sait jamais si le Miz ne se plaindra pas à Raw ce soir. Mais je pense pas, franchement, surtout que Vince, ça se voit, il semble vraiment en avoir ras le cul de cette mallette, que c'était quand même un peu une année de merde, hein, de manière générale de toute façon déjà, mais surtout aussi pour la mallette, qui a vraiment été bookée vraiment de très très mauvaise façon en 2020. Ça aurait été le boulet de l'année, hein, cette mallette, et je pense que Vince en avait ras le cul, il voulait s'en débarrasser au plus vite, quoi. Et il a pas attendu le 2021 pour le faire, quoi. C'est comme ça que j'interprète les choses. Maintenant voilà, c'est caché, c'est chose faite, on va oublier ça, on va oublier la mallette en 2020, et il va falloir vraiment réfléchir la prochaine fois à bien savoir à qui vous allez donner la mallette, et surtout ce que vous allez en faire. Parce que là, on sentait vraiment que les trucs étaient complètement improvisés à la dernière minute, quoi, et ça se sentait. Déjà Otis, on a bien vu que c'était une solution. Ils ont juste vu que c'était une connerie, une erreur de l'avoir fait, et ils ont donné ça aux Miz vraiment en second couteau et en solution, en backup, quoi, de dernière minute, quoi. Voilà. Alors, en porteur de mallette, c'était bien plus convaincant avec le Miz, mais le résultat était vraiment nul à chier, quoi. De toute façon, il était booké comme de la merde. Il s'est fait battre à tous les matchs. Il y a à part un handicap match qui venait de gagner, là, avec Keith Lee, et encore, c'était un handicap. Il a vraiment pas gagné grand chose, donc c'était une serpillière, donc c'était pas un futur champion du monde de toute façon, vu comment il était booké. Voilà, donc un petit 3 étoiles, la déception de la soirée pour moi. Match suivant, Carmella contre Sasha Banks pour le titre féminin de SmackDown, un match qui est dans la durée que j'aurais donné, 12 minutes 41, voilà, 10-12 minutes, ça m'allait très bien comme durée. Déjà on peut tout de suite dire que Carmella peut remercier son sommelier, hein, qui d'ailleurs au passage, on nous l'aura dit, a appris, hein, s'appelle finalement Reginald Thomas. Reginald, donc il va falloir s'y habituer, parce que dans un premier temps c'était Hakim Young, finalement ça sera Reginald Thomas, et elle pourra donc le féliciter, enfin même le remercier, puisque elle aurait pu se faire très très mal, hein, lorsque Banks l'a projeté à l'extérieur, hein, entre la deuxième et la troisième corde, et il a eu un réflexe énorme pour la capter là en plein vol. Et elle aurait pu vraiment se faire très très mal, et je pense que l'idée c'était quand même prévu, je pense qu'il la réceptionne en plein vol, puisque juste après on aura vu un ciseau de tête, hein, puisque Reginald justement aura posé les jambes de Carmella sur la tête de Banks pour qu'elle fasse un ciseau de tête, donc ce spot était prévu à la base, mais c'est surtout la réception qui était vraiment pas bonne, et là on était vraiment sur un réflexe. Donc là, c'était vraiment pas prévu à ce niveau-là, hein. C'est vu la dangerosité de la chose, c'est clairement pas prévu. Donc quand même un bon pouce bleu, on va dire, pour l'ami Reginald. Banks, hein, nous fait quand même sa Guerrero, comme d'habitude avec les Free Amigos et son Frog Splash. Carmella portera son X Factor, assez dangereux aussi d'ailleurs, hein, avec la tête de Banks, hein, qui aura bien été plantée au sol, hein. Ça aurait été assez impressionnant.
Beaucoup d'échanges de roll-up aussi par la suite, mais qui ne donneront rien. Un Code of Silence impliqué par Carmella, hein, sa prise de finition, qui sera transformé ensuite en une sorte de Koji Clutch, un peu la prise de soumission un peu à la mode, hein, chez les filles, hein, si vous regardez un peu la NXT notamment, et même le main roster, on commence à la voir souvent, cette Koji Clutch, mais ça ne suffira pas. Bank Statement ensuite de Banks, mais Reginald, à nouveau lui, va tirer Carmella à l'extérieur, et du coup il va se prendre en retour une Meteora de Banks. Banks se prendra ensuite plusieurs super kicks, 2 exactement par Carmella, mais elle se dégagera du tombé. Carmella parle alors à Banks, hein, et elle dit qu'elle est Carmella, quoi. I am Carmella. Elle prend trop son temps, et là elle tente un X-Factor à nouveau, mais qui va se faire contrer par un Bank Statement, et là Carmella va taper, elle va abandonner. Victoire de Sasha Banks qui, sur le principe, est logique. Je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic que je ne voyais pas de changement de titre. De toute façon, pour Banks, c'était beaucoup trop tôt. Et Carmella, ça puait la rivale de transition. Mais ce qui m'étonne surtout, c'est la victoire clean de Sasha Banks. Parce que là, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Incontestable victoire de Banks. Et moi, franchement, ce que je pensais, c'est que étant donné que Carmella avait gagné par disqualification à SmackDown, donc dans le premier match qu'elles avaient fait une semaine ou 10 jours avant, je pensais qu'ils allaient compenser avec certes une victoire de Banks, mais plus une victoire par DQ et non une victoire clean, parce que ensuite moi je voyais un match numéro 3, quoi, une sorte de grudge match avec éventuellement une stipulation, hein, voilà, pour éviter justement encore une fois un DQ, quoi. Le truc que la VVE fait 1000 fois, hein, à chaque fois. Mais là, avec cette victoire clean, tu fais quoi derrière, quoi? Tu prolonges la feud? Mais oui, mais tu vas faire comment? C'est ça le truc. Ils sont capables de la prolonger, la feud, et je serais pas étonné qu'ils le fassent. Mais sur le principe, c'est difficile à raconter maintenant, vu qu'elle a perdu et clean, Carmella. Et ce qui me gêne, je vais vous le dire. Alors c'est de la merde ce que je vais vous raconter, hein. Attention, je vais vous raconter de la merde. Mais dans la logique, à nouveau, la logique de la storyline, pourquoi on n'a pas vu de bouteille de champagne autour du ring? C'est l'histoire. C'est l'histoire de la rivalité. Les bouteilles que Carmella a utilisées plusieurs fois pour frapper Banks avec. Elle l'a fait lors de leur premier match. Elle l'a fait même dans le Go Home Show, là, le dernier SmackDown. Elle l'a encore frappé avec. Sur le dos. Donc les bouteilles de champagne, c'était un peu l'objet de la feud, le symbole, l'accessoire de la feud. Et comme on dit un peu en théâtre, c'était un peu ce qu'on peut appeler le fusil de Tchekhov, quoi. C'est-à-dire c'est l'objet, quand on le pose là, c'est qu'il va le servir à quelque chose. C'est le fusil de Tchekhov. Donc si on utilise cette bouteille, si on la met dans la feud et qu'on l'installe dans la storyline, c'est qu'elle doit servir à la fin pour le match. Sauf que je n'ai pas vu de champagne de tout le match, rien autour, et surtout, voilà, rien en fait. On a juste vu le sommelier et c'est tout en fait. Donc c'est ça que je ne comprends pas dans la logique, hein, de la storyline. Quand bien même un coup de bouteille aurait été nul, mais ça aurait été logique. Voilà ce que je voulais vous dire. Parce que ce que je voyais en fait, j'avais déjà élaboré un scénario, c'était que le sommelier distrait l'arbitre, et pendant ce temps-là, alors que Carmella était en train d'avoir l'avantage sur Banks, elle vient récupérer une bouteille à l'extérieur du ring, elle revient avec, elle veut frapper Banks avec, et donc pendant que le sommelier distrait l'arbitre, sauf que Banks arrive à retenir le coup, hein, le coup de bouteille au dernier moment, elle prend la bouteille des mains de Carmella, et intelligemment, elle jette la bouteille à terre. Donc du coup tout explose, hein, tout est renversé, et là Banks simule, et du coup elle est couchée complètement inanimée au sol. Évidemment l'arbitre, hein, en entendant le bruit de la bouteille qui se casse, se retourne, et là il voit le travail, et forcément il va disqualifier Carmella. Voilà, en gros une fin typique Eddie Guerrero, ce qui serait totalement cohérent par rapport à, évidemment à Banks, puisqu'elle adore Guerrero, et comme je vous le disais, elle lui a rendu encore hommage dans ce match avec les Fouet Amigos et le Frog Splash. Donc ça aurait été une fin qui pour moi aurait eu du sens. Maintenant ils n'ont pas du tout utilisé le coup de la bouteille. Voilà, c'est juste ça que je trouve bizarre, parce qu'ils auraient pu justement faire ensuite la belle entre les deux. Donc
peut-être à SmackDown avec un match de stipulation. Alors il a peut-être pu faire une merde, genre comme ils ont fait avec Hardy et Sheamus, une espèce de bar fight, mais ou alors un match avec des bouteilles où t'as le droit d'utiliser des bouteilles, quoi, voilà, pour utiliser contre ton adversaire. Un bubbly, on a pole match, enfin une connerie comme ça. Enfin franchement, je les croyais vraiment capables de le faire. Bon, bref, pas de bouteille, fin clean. Maintenant, en ce qui concerne le match, elle aurait été, je trouve, Carmella au max, vraiment au max de ce qu'elle est capable de faire, c'est-à-dire, en gros, passer d'un habituel work rate à 50 à un work rate à 70, quoi, à peu près. Banks, du coup, elle aurait été quand même en dessous de son niveau habituel, du fait de, justement, de l'adversaire qui n'aide pas, puisqu'elle elle est inférieure à elle, donc c'est difficile d'être meilleur quand on a une adversaire inférieure à soi. Du coup, la seule personne qui peut s'améliorer, c'est Carmella dans ce match et non Banks. Du coup, ça rend au final une copie que je qualifierais de convenable dans ce match, parce que Banks, elle est en dessous de son niveau habituel, mais même en dessous de son niveau habituel, elle reste quand même vraiment assez bonne dans le ring. Carmella a été au-dessus de son niveau habituel grâce à Banks, et du coup, voilà, ça en fait au final une copie convenable. C'est pas la purge à laquelle je me serais attendu, c'était, on va dire, un match décent. Carmella ne peut être rendue meilleure que face à des filles comme Banks, de toute façon, sinon ça resterait des matchs en surface avec elle, quoi. Donc ça met surtout en valeur plus Carmella que l'inverse, quoi. Parce qu'évidemment Banks, on l'a vu cette année, notamment contre Asuka, contre Bayley, elle a fait des matchs bien meilleurs que ça. Mais évidemment tout dépend de l'adversaire. Là, Carmella, elle a vraiment plafonné. Je pense qu'elle peut pas faire mieux qu'est-ce qu'elle a fait là. Voilà, c'était décent au final. Mais je lui donne un 3 étoiles. C'est pas un match fabuleux, mais c'est moins pire que ce que je pensais. Ça se laissait regarder, on va dire. Et on verra bien pour la suite, mais parce que la densité est tellement faible chez les filles de SmackDown que Bayley va pas recommencer à feuder avec Banks. Il y a plus que Belair, mais Belair elle est encore en train de feuder avec Bayley. Donc puisqu'elle a perdu malheureusement pour la première fois, elle a perdu clean, elle a perdu son match, même un match, elle a perdu un match, pardon. C'était pas clean justement, mais elle a perdu un match pour la première fois dans le main roster face à Bayley dans un weekly, malheureusement. Je trouve ça triste, elle aurait dû perdre pour la première fois dans un pay-per-view, tant qu'à faire. Maintenant, oui, il y a eu les dos dans les yeux, donc ça va continuer la feud, il y aura des rematchs, elle va sûrement gagner la feud et passer ensuite à Banks à un moment donné, mais ce sera pas tout de suite. Donc je sais pas comment ils vont occuper Banks, si ce n'est peut-être encore en prolongeant la feud avec Carmella, même si pour moi, comme je vous le disais, c'est clean, donc ça va être difficile de trouver une excuse pour Carmella. Allez, match suivant. Les New Day affrontaient le Hard Business pour les titres Tag Team d'Euro. Pas de Lashley aux abords du ring, pas de Riddle, pas de Jeff Hardy qui viendront s'ajouter au match, c'est à souligner. Seul MVP restera au bord du ring. Le match n'aura pas été très long, 10 minutes seulement, malheureusement. Le match s'emballe, quand même pas mal vers la fin, et donc justement on attaque tout de suite le spot final. Shelton Benjamin porte une sorte de belly to belly hoverhead suplex à Kofi de la 3e corde. Ensuite il recule, il arrive vers son coin, il se prépare à achever Kofi, probablement pour un pay dirt, mais Cedric Alexander était là et il lui fait un tag un peu en crevard dans le dos et le remplace du coup sur le ring et il porte un lumberjack, donc son finisher à Kofi Kingston, et il s'impose. Victoire du Hard Business. Je vous l'avais donné, c'était mon bon pronostic. Je trouvais que c'était le bon choix à faire pour continuer de raconter une histoire entre justement au sein du Hard Business avec un Alexander qui a les yeux plus gros que le ventre et qui a un melon pas possible et qui là se récolte, enfin il veut se prendre tous les lauriers, et je pense que petit à petit, ça reste encore ma théorie, on va peut-être voir un Alexander qui va vouloir lorgner sur le titre, va lorgner le titre de Lashley, le titre des États-Unis, puisque pour l'instant il y a aucun challenger pour Lashley là. Donc du coup je pense que ce qui va se raconter c'est peut-être Alexander. On verra bien. En tout cas voilà, ça permet aussi en plus, comme je vous disais, de booster probablement le palmarès des New Day en perdant les titres avant de les regagner plus tard. Donc c'est tout bénef. C'est tout bénef, c'était le meilleur choix à faire. Et Shelton quand même bat un record puisque il gagne un nouveau titre 17 ans après le précédent.
hein, 4 depuis 2003, donc c'est quand même un record entre deux titres. Ça c'est à souligner. Un Shelton qui d'ailleurs aura rendu un bel hommage à Chad Gaspard sur Instagram avec un petit bracelet marqué For You, 4U, For You SG, For You Chad Gaspard, avec une photo de lui avec Chad, justement une photo souvenir, et donc lui, enfin voilà la photo de sa ceinture par équipe. Voilà. Et donc le finish, hein, comme je vous le disais, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Alexander vient faire le pin. Ça, c'était vraiment le bon truc à faire pour continuer de gonfler son melon. Et puis en plus il le fait en crevard. Ça ressemble exactement à ce que fait Jay Arm, le hasard des choses. C'est exactement ce qu'a fait Matt Hardy avec la Private Party la semaine dernière à Dynamite, hein, d'ailleurs, de voler, on va dire, la victoire à ses partenaires. Voilà. Et on va avoir enfin l'image que je voulais voir, c'est-à-dire le Hard Business couvert d'or. Et on l'a commencé à le voir d'ailleurs, puisqu'il y a aussi Lashley qui viendra ensuite féliciter ses hommes. Mais ça sera encore mieux ce soir à Raw, puisqu'on on va probablement tous les voir en costard et avec les ceintures. Là, ça va vraiment avoir de la gueule. Et je suis content déjà à l'idée de voir cette image. Et quand même, quand on revient au début, quoi, au début de l'année, qui aurait cru que MVP allait nous produire une année 2020 pareille, quoi. Le gars, il est parti du Rumble avec vraiment une réaction très très osef, hein, du public, il faut le dire. Une prestation osef aussi, évidemment, avec Lesnar, hein, il sera pas resté longtemps. On parlait de sa retraite, d'un dernier match, hein, je crois qu'il avait affronté Mysterio à Raw, et puis voilà, il a perdu, et puis terminé. Pas du tout, le gars, il a continué à lutter, et puis, ils ont commencé à construire ce rôle là, de manager, de manager d'écurie, et puis il a commencé à construire son écurie, puis qui est devenu ensuite le hard business, quoi. Et voilà, on en est aujourd'hui, pratiquement un an après. C'est quand même un sacré travail et une sacrée surprise. C'est l'une des belles surprises de l'année 2020, hein, quand même, hein, et de belles réussites, le hard business et MVP, qui s'est vraiment renouvelé et qui a vraiment aura fait un travail énorme et qu'il faut aussi féliciter et récompenser, et c'est ce qu'ils ont fait, hein, avec donc le hard business qui a quand même les ceintures tag et la ceinture US, hein, en son sein, donc c'est quand même pas mal. En ce qui concerne la qualité du match, hein, c'était vraiment un bon match tag team tel que je l'avais envisagé, hein, pour ces deux équipes. Un peu court malheureusement, seulement 10 minutes. Et un ton en dessous, hein, de celui qu'ils avaient eu il y a à peu près un mois de cela, hein, à Raw, et qui était vraiment un superbe match, hein, l'un des matchs weekly de l'année même, je dirais. Et la note, un 3,5 pour ce bon match, mais qui aurait pu et même dû tutoyer le 4 étoiles si on avait eu ne serait-ce que 5 minutes de plus. Voilà, c'est ça, c'est ce que je vous avais dit dans ma vidéo pronostic. D'ailleurs, je vous avais dit, offrez-leur 15 minutes, et ce sera très bien. Malheureusement, on leur a offert que 10 minutes. Vous voyez, j'ai été un peu visionnaire, hein, j'aurais dit 15, et là je dis qu'il y en a que 10, et là je dis qu'il en manque 5, et c'est vrai, il en manque véritablement 5. Voilà, on va passer au match suivant. Asuka, et donc, une mamie, quelqu'un qui a une silhouette de mamie, contre Shayna Baszler et Nia Jax, hein, pour les titres féminins de SmackDown. Et évidemment, bon va pas faire languir plus longtemps, vous le savez de toute façon, c'est Charlotte qui se pointe comme, je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, hein, j'avais même mis un petit visuel de Charlotte, hein, sur ma vignette. Puis bon, de toute façon, je pense qu'on était au moins 80% à penser à Charlotte, c'était évident. En plus, quelques heures avant le show, elle avait apparemment été grillée, on va dire un peu spotted, à repérer à Saint-Pétersbourg, hein, enfin pas en Russie, hein, mais en Floride, là où se tient justement, où se situe le Tropicana Field, hein, la nouvelle arène de la VVE actuellement. Donc ça a donné encore un peu plus d'indications. Et on l'a vu quand même elle paraît assez amincie, très fit, hein, et avec une réduction mammaire aussi évidente, hein, il faut le dire. Mais de toute façon, on savait qu'elle avait dû subir une modification, une intervention mammaire, ce qui a du coup occasionné son absence, sa longue absence. Maintenant, on savait pas forcément que ça allait être une réduction, et on l'a vu au final, hein, ce qui est déjà un peu plus esthétique, hein. C'est vrai que je pense que ça a dû lui poser problème sur le ring, et puis je pense qu'il y avait aussi un problème d'implant, hein. C'est ce qu'on avait déjà entendu, on en avait entendu parler de ce problème d'implant aussi, hein. Donc ça me semble logique, c'est ce que je vous racontais dans ma vidéo prono, c'est que Charlotte avait une revanche à prendre, notamment sur Nia Jax, hein, puisqu'elle l'avait blessée. Et on l'avait quitté là-dessus, Charlotte, hein, blessée au bras par Jax. Donc c'était logique qu'elle vienne prendre sa revanche. Donc pour moi c'est normal.
Et ce qui fait plaisir à voir, c'est qu'elle avait vraiment l'air très contente d'être là, de faire son retour. Hein. Ça se voyait qu'elle avait des fourmis dans les jambes. Le match, exactement comme le précédent. 10 minutes, 10 petites minutes. Dès son tag, hein, la première fois qu'elle entre sur le ring, Charlotte, elle montre évidemment beaucoup d'entrain. On sent qu'elle avait des fourmis donc dans les jambes avec depuis tout ce temps, cette absence hein, de 6 mois, de beaux échanges, hein, notamment entre Baszler et Asuka, entre Charlotte et Baszler, hein, qui sont évidemment tous les deux des matchs potentiels pour WrestleMania, hein, si ce n'est même pour le Rumble, hein, déjà. Hein. Jax, hein, comme prévu, sans surprise, hein, pour sa part, demeure hein, le maillon faible, hein, il faut le dire, et ça ne surprendra personne. Donc, on aperçoit Ric Flair d'ailleurs backstage, hein, qui regardait le match de sa fille derrière un écran télé. Hot tag assez convaincant aussi de Charlotte plus tard, avec notamment un moonsault sur Jax et Baszler à l'extérieur. Bon, le moonsault il est plutôt esthétique, mais ce que j'aime pas, c'est qu'elle retombe trop vite sur ses jambes, ce qui donne pas une impression, on va dire, de voltige. C'est pas vraiment le côté aérien et que j'aime voir dans les moonsaults. Elle fait trop un flip arrière en fait. C'est ça que j'aime pas, le côté flip arrière. C'est pas un vrai moonsault quoi. Elle les fait toujours comme ça. J'aime pas trop. Il faut le dire. Donc une fois qu'elle a fait son moonsault, il y a une Kirifuda clutch un peu plus tard portée par Baszler sur Asuka, mais Charlotte fait un blind tag sur Asuka. Baszler tente un roll-up sur Charlotte, dégagement de Charlotte, puis figure 4 qui se transforme en figure 8 hein, de la part de Charlotte sur Baszler, mais Jax brise la prise en tirant les jambes de Charlotte, hein, ce qui brise un peu son ponté. Asuka porte alors un hip attack, un coup de fesse à Nia Jax hors du ring. Charlotte ensuite contre la Kirifuda clutch de Baszler par un pin renversé, façon Bret Hart. Dégagement de Baszler, puis elle enchaîne Charlotte avec un natural selection sur Baszler donc, et 1, 2, 3, victoire de la team Asuka Charlotte, victoire de la team Chaska. Charlotte devient officiellement Grand Slam Champion. Elle rentre dans un cercle fermé composé justement de sa partenaire Asuka, de Bayley et de Sasha Banks. Donc elles sont maintenant 4 à avoir réalisé ça. Championne tag team, championne de SmackDown, championne de Raw et championne de NXT. Et il faut pas oublier NXT aussi. Chose que ne pourra probablement pas avoir Becky Lynch, puisqu'elle n'a pas eu le titre NXT, et ça m'étonnerait qu'elle ait le titre NXT un jour maintenant, Becky Lynch. Donc je pense qu'on va longtemps rester maintenant avec ces 4 filles, avec ce titre honorifique de Grand Slam Champion. Hein. On n'est pas prêt d'avoir une nouvelle Grand Slam Champion, je pense. Alors je sais pas si le match était fait exprès juste pour compléter ce palmarès et donner ce titre honorifique de Grand Slam Champion à Charlotte, c'est possible, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo pronostic. Parce que sinon, moi mon pronostic c'est que je voyais pas de changement de titre, et parce que moi, comme je vous disais, j'aurais vu plutôt Charlotte faire perdre Asuka pour préparer un programme entre les deux filles, mais ils sont partis là-dessus, donc ils sont partis sur la tag team gagnante, Asuka Charlotte. Du coup, le truc c'est que Baszler et Jax essuient défaite sur défaite. C'était déjà ce que je disais. À Raw, c'était la catastrophe. C'est pour ça que je me disais bon. Et il va y avoir une compensation à TLC, là. Eh ben non! Elle continue de perdre. Vince, vraiment, semble en avoir ras-le-bol de ces deux-là. C'est incroyable, quoi. C'est quand même incroyable. Et en plus, qu'on peut dire aussi, c'est par rapport à Lana. Lana, ça ne raconte rien par rapport à Lana, dont le push est peut-être même déjà foutu en l'air, sait-on jamais, puisque on l'a même revu dans la promo package, dans la vidéo package, lorsqu'elle s'était fait défoncer par Jax et Baszler, qui était parti dans l'ambulance. Qu'est-ce qu'on raconte maintenant avec Lana, avec ça, quoi? Est-ce qu'elle va se venger en éliminant Baszler, voire Jax, voire les deux, l'une des deux, ou les deux, au Rumble? Est-ce que c'est ça qu'on va nous raconter, puisqu'elle sera sûrement de retour au Rumble, de toute façon? Mais si c'est ça, Shayna Baszler, notamment, si elle se fait éliminer au Rumble par Lana, elle sera vraiment descendue bien bas, quoi. Et Vince n'a vraiment pas l'air d'aimer les femmes masculines comme Baszler, c'est pas possible, quoi. Elle arrive vraiment pas à percer dans le main roster. Ça avait pourtant bien démarré, où elle avait quand même véritablement, excusez du terme, mais violé 5 filles à l'Elimination Chamber, et être vraiment bouquée forte pour affronter Becky Lynch à WrestleMania, et finalement elle se fera battre assez vite, finalement, par un pin de merde, un contre assez bêta, à la Bret Hart, encore une fois d'ailleurs, le même que celui qu'a tenté Charlotte pendant le match, et voilà, et depuis c'est la descente aux enfers.
elle a rien foutu, et ce titre tag, je suis désolé, mais pour moi c'est pas une récompense, c'est plus un placard qu'autre chose. On l'a mise au placard. Voilà. Et maintenant, bah je sais pas ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont faire splitter l'équipe Jax Bessler? Est-ce qu'ils vont malgré tout lui donner une chance face à Asuka? Parce qu'il va bien falloir lui donner une adversaire, une rivale à Asuka pour le Rumble. Pour l'instant, on ne l'a pas, évidemment. On en saura peut-être plus ce soir à Raw. Mais maintenant, il y a du Charlotte forcément qui a l'air d'être dans les parages forcément. Hein. Mais dans les parages sous quelle forme, quoi? C'est ça le truc. Parce que est-ce que va trahir Asuka pour du coup perdre les ceintures tag team et du coup redevenir heel et partir sur une feud entre les deux pour la ceinture d'Euro, ou alors on va voir encore une ressucée de ce qui s'était passé par exemple entre Shawn Michaels et John Cena et plus récemment entre Seth Rollins et Braun Strowman, hein. Voilà, l'un qui a la ceinture suprême et l'autre qui a la ceinture tag team, et voilà, les deux, il y en a un qui a deux ceintures et l'autre qui a la ceinture tag team. Et puis forcément, celui qui a pas de ceinture, qui a pas la ceinture suprême, il va lorgner sur l'autre, quoi. Forcément. Et Charlotte va peut-être lorgner sur la ceinture d'Asuka. Ça se raconte, mais c'est du déjà vu, quoi. Du vu et du revu. Et j'ai bien peur qu'on s'en aille là-dessus. Maintenant, il va falloir trouver une équipe crédible pour battre Asuka Charlotte, hein, parce que la tag team, elle envoie du lourd quand même. Hein. Asuka Charlotte, c'est quasi pratiquement ce qui se fait de mieux à la WWE actuellement. Donc parce que là c'est pas la possible reformation des Iconics qui va changer grand chose. Même la Riot Squad c'est quand même largement en dessous. Voilà, on peut peut-être sortir deux filles de NXT, mais pour l'instant il y a rien. Jax Bessler, je pense que l'équipe elle va pas durer très longtemps maintenant. Peyton Royce et Lacey Evans, pour l'instant c'est l'équipe qui existe. En attendant peut-être les Iconics qui vont se reformer, c'est en dessous. Voilà. Et Brooke et Rose, mais c'est pareil, c'est en dessous. Donc je vois pas pour l'instant d'équipe qui sera à la hauteur pour ces deux-là. Donc on verra bien. On va bien falloir protéger ça hein, si elles perdent les titres, parce qu'il va bien falloir qu'elles perdent les titres à un moment ou un autre. En ce qui concerne le match, il était plutôt correct, notamment la partie finale hein, qui était très enlevée, que j'ai bien aimé. Je vais donner quand même un 3 étoiles un quart, un 3,25 pour ce match. Qui m'a plutôt bien plu, bon surtout évidemment sur 3 filles sur 4 parce que Jax forcément c'était les moments les moins intéressants du match, mais le reste hein, c'était de la soumission, c'était vraiment des bons moves de catch, de l'accélération, c'était bien, ça cette partie était bien. Maintenant encore le match était encore un poil court, mais j'aurais donné alors peut-être pas 5 minutes mais peut-être 2 minutes, allez 2 minutes de plus, mais bon c'est pas très grave. Et Asuka devient Asuka Two Belts, hein, comme Becky qui lui avait donné en tout cas légué si je puis dire la ceinture d'Euro avant son absence pour grossesse, et là Asuka devient cette fois-ci Asuka Two Belts, donc après Becky, donc c'est pour la symbolique c'est drôle, mais elle le mérite et je suis vraiment content pour Asuka. Allez, match suivant, Roman Reigns contre Kevin Owens, donc pour le titre universel dans un TLC match. Déjà encore une surprise hein, puisque ce ne sera pas le main event. Ça aurait pu et ça aurait dû, enfin entre le titre VVE et le titre universel, pour moi c'était l'un des deux qui aurait dû être le main event logiquement, un TLC match quoi. Et ben non, même pas. Bref, on a encore Reigns qui fait son entrée qui dure des heures hein, comme d'habitude. Et heureusement pour compenser cette longue entrée, on a Kevin Owens qui lui n'entre pas d'entrée, pas de musique. Il attaque Reigns par derrière, il arrive sur le ring avant même que la cloche ne sonne. Donc ça c'est pas plus mal hein, pour compenser un peu le temps perdu par l'entrée de Reigns. 25 minutes de match quand même, donc un poil plus court que le match VVE de l'autre TLC, mais c'est quand même long, 25 minutes. Jey Uso hein, va se pointer très tôt dans le match, mais se fera bien abîmer hein, la jambe par Owens, notamment en lui brisant la cheville gauche là, à l'aide d'une chaise, ce qui va permettre, on va dire, d'écarter Jey Uso du match pendant un bon petit moment, mais pas définitivement, on en reparlera plus tard. Roman Reigns entame ensuite une longue phase de domination à base de coups d'échelle et de chaises sur Owens. Owens prendra beaucoup de gros bumps hein, dans ce match. Il aura vraiment donné son corps à la science, c'est ce qu'on pouvait se dire, hein, parce que il aime ce genre de match. Hein, il a vraiment fait beaucoup de matchs comme ça dans sa carrière et bien avant la VVE. Il donnera vraiment son corps à la science. Donc, et comme il l'avait dit d'ailleurs à la fin du dernier SmackDown, hein, la dernière phrase, alors qu'il s'était fait ensevelir de tables, de chaises, il s'était fait défoncer à SmackDown là comme jamais. Il se relèvera à chaque fois et à la fin, donc il s'assoit sur une chaise, il prend le micro et il va dire qu'à TLC,
Donc il va tout faire, il va reprendre le titre universel, mais que s'il le fait pas, au moins il mourra en ayant essayé. Hein, will die trying, quoi. Donc c'était déjà, ça donnait déjà une tonalité sur ce qu'allait se passer à Chelsea, quoi. Reigns s'en prendra quand même aussi quelques bumps, hein, même si avec sa santé forcément, hein, il avait moins de bumps à faire que Owens, mais il en aura quand même fait. Jey Uso, donc comme je vous disais, il reviendra plus tard dans le match pour éviter à Owens de grimper l'échelle, avec un selling à la jambe d'ailleurs très approximatif, hein, parce que quand même il s'était fait péter la cheville là avec la chaise, et là il revient, ouais, un petit boitillement, mais vraiment très très approximatif. Jimmy Uso, que je pensais voir ne sera jamais venu au final. Ça m'a vraiment surpris. Ça restera finalement un 2-on-1 handicap match en quelque sorte. Jey Uso n'est là que pour une chose, hein, il faut le dire, c'est permettre à Roman Reigns de récupérer, hein, au vu de sa santé fragile. Du coup, ça permet donc de lui faire récupérer. Kevin Owens résiste pas mal, hein, dans ce match, hein, il résiste à l'image de ce qu'il a subi à SmackDown, avec notamment un stunner sur Reigns, et même un pop-up powerbomb, hein, à une main sur Jey Uso, sur la table des commentateurs qui s'écroule, donc un beau spot. Ensuite, Owens, pour être un peu plus tranquille, ensevelit Jey Uso sous la table des commentateurs, donc avec des chaises, enfin il recouvre complètement, et ça faisait écho à ce que lui-même avait subi donc dans le dernier SmackDown où il s'était fait justement ensevelir par Uso et Reigns. Kevin Owens prend très cher à base de powerbomb, hein, sur une échelle, ou de chokeslam sur une table, puis un Samoan drop sur une autre table, donc il aura pris beaucoup de bumps à ce moment-là. Reigns monte tranquillement l'échelle, mais Kevin Owens revient bien vite quand même pour le contrer. Là, un retour assez étonnant alors il semblait être mort. Là, il est un peu cheaté pour le coup, Owens. Il est immortel, hein, c'était vraiment à l'image de SmackDown. Ça fait même rire Reigns d'ailleurs de le voir revenir comme ça. Du coup, Owens prend un spear contre une table. Encore un bump, hein, d'Owens. Owens provoque ensuite quand même Reigns, hein. Il n'abandonne pas et il lui provoque, il lui dit même qu'il va falloir le tuer. Et Reigns fonce alors dans le tas pour un nouveau spear sur Owens, mais Owens esquive, hein, façon torero et façon matador, et il contre avec un gros spear contre la barricade, donc spear de Reigns contre la barricade qui se détruit lui-même. Reigns détruit donc tout. Owens du coup en profite pour monter à l'échelle. Il va gagner, mais Reigns revient vraiment drôlement vite lui aussi pour le contrer. J'ai trouvé ça vraiment exagéré alors qu'il venait de détruire la barricade, il était KO. C'était assez bizarre. On a ensuite un pop-up powerbomb d'Owens sur Reigns, sur une table, qui se détruit. Owens monte à nouveau l'échelle, mais à nouveau, Jey Uso, qui était mort pourtant, revient à nouveau donc pour le contrer. Jey se prend un stunner dégueulasse d'ailleurs de la part d'Owens. Owens remonte, il prend la ceinture, mais non, Reigns revient encore face à lui, alors qu'il était de l'autre côté. Juste avant, hein, il avait pris justement un powerbomb sur la table, il était donc sur le côté gauche de l'écran, et là on le voit revenir plus vers la droite, hein, en montant l'autre côté de l'échelle pour faire face à Owens, donc c'était un peu surprenant de le voir de ce côté-là. Donc avec la caméra on s'est fait un peu avoir, c'était un peu la surprise. Reigns neutralise alors Owens avec une guillotine, donc portée du haut de l'échelle, et le laisse retomber comme une merde. Reigns récupère tranquillou la ceinture et conserve sans surprise son titre. Voilà, un match bien plus dynamique en tout cas et plus spectaculaire que l'autre match Chelsea, hein, qu'on aura vu en opener, ça c'est sûr. Ce qui fait que du coup au final j'ai quand même bien apprécié ce match. Et puis il y avait un peu de storytelling, hein, avec Kevin Owens, l'immortel, qui revenait à chaque fois, mais qui était impuissant forcément à 2 contre 1. À un moment donné, le surnombre s'est imposé, et c'est normal. Je lui ai donné un bon 4 étoiles, vraiment un bon 4 étoiles. Ce fut le meilleur match de la soirée à mon sens. C'était un vrai TLC match pour le coup, contrairement au premier match qui n'en était pas un véritablement pour ma part. Reigns continue de faire ses matchs à l'économie, hein, avec pas mal de pauses, mais aura quand même pris quelques bumps, hein, il faut quand même le saluer, car je l'aurais pas cru capable d'en prendre autant, hein, même si c'était sans commune mesure, avec tout ce que Owens a pris dans la gueule en comparaison, hein, ça c'est sûr. Pas de Jimmy Uso donc, hein, parce que comme je vous disais dans ma vidéo pronostic, je voyais Uso meilleur à intervenir et même faire du 3 contre 1 avec Reigns et son frère, mais avoir un Jimmy qui était plus percutant
convaincant que son propre frère, ce qui aurait pu éventuellement raconter une histoire peut-être de jalousie entre les frères, et avec un Reigns qui, on va dire, aurait eu un peu un cousin préféré, en quelque sorte, un Jimmy qui aurait eu la préférence de Jay. Enfin, vous voyez un peu l'histoire, j'aurais vu un truc comme ça. Maintenant, c'est pas dit qu'il ne le fasse pas plus tard, hein, on verra bien, puisque Jimmy de toute façon est sur le retour, on le sait qu'il va revenir en janvier-février, en tout cas in-ring, donc il pouvait totalement intervenir là dans ce match, hein, sans catcher, mais juste en faisant quelques moves, quelques mouvements, on va dire, juste pour contrer Reigns, contrer Owens, hein, c'est tout. Pas spécialement en faisant des bumps et tout. Hein. Bref, pas de Daniel Bryan non plus, hein, qui avait pourtant aussi des raisons de s'en prendre à Jey Uso, hein, puisque Jey Uso l'avait attaqué backstage, hein, dans la Gorilla Position, lorsque il avait fait perdre Bryan, lorsque Bryan avait affronté Sami Zayn, et que Zayn avait était reparti vers le ring pour de justesse s'imposer par des comptes à l'extérieur, alors que donc Jey Uso était en train de s'en prendre à Bryan. Donc là aussi, il y a une vengeance de Bryan qu'on n'a pas eu encore. Hein. Eh oui, c'est ça aussi. Ça remonte à 3 semaines cette histoire. Donc voilà, au moins avec Bryan, ça aurait pu permettre un équilibre à de partout pendant le match, qui aurait pu être intéressant, hein, avec Owens, Bryan d'un côté et Jey Uso, Reigns de l'autre. Et avec un équilibre à deux partout, ça aurait pu permettre de relancer un peu le suspense. Voilà. Plutôt que d'avoir, évidemment, un match handicap, entre guillemets. Voilà. Ça, c'est un peu dommage. Maintenant, peut-être que, on va voir si, Bryan est le suivant. Le rival suivant. Pour Reigns. Au Rumble. Parce qu'il y a pas beaucoup de possibilités. J'en vois pas vraiment beaucoup d'autres, hein. Il faut le dire. Le reste, c'est que de la mid-card, hein. Et c'est ça le problème. C'est que ça manque de main eventer à SmackDown. Clairement. Parce que quand on voit que c'est Jey Uso avec Reigns qui occupe le main event, c'est dire le manque de profondeur à ce niveau-là à SmackDown. Hein. Bref, en tout cas, le segment aussi, il faut noter, c'est que le segment de Talking Smack, hein, si vous l'avez, je sais pas si vous l'avez vu, mais le segment de Talking Smack, de vendredi dernier, avec Owens qui dit à Heyman, encore un échange très intéressant où Owens dit à Heyman que quand il sera champion, ben, t'as mon numéro, Paul, appelle-moi et on parlera, on discutera. Je trouvais que cette phrase pouvait être intéressante, peut-être dans la construction du match, mais finalement cette phrase aura servi à rien. Elle ne raconte rien dans le match, quoi. Donc, parce que elle pouvait éventuellement raconter un Owens Paul Heyman guy, hein, Owens, un Heyman qui aurait trahi Reigns pour être Paul Heyman guy, ça aurait été incroyable, mais pourquoi pas? Vu cette phrase de Owens, ça pouvait signifier ça. Alors peut-être encore que c'est quelque chose qu'on va voir plus tard, on sait jamais. Mais pour l'instant, cette phrase, en tout cas, n'a eu aucun intérêt, ça a eu aucun impact sur le match, hein. Ça c'est sûr. Voilà, et donc comme je vous disais, à part Bryan au Rumble, je vois pas grand chose d'autre pour Reigns, mais Reigns de toute façon il va partir sur une série d'invincibilité qui va être énormissime. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, d'ailleurs, je reviens sur Talking Smack, c'est que le Rock était invité. Alors c'était pas du live, c'était pas sur le plateau, c'était même pas par satellite ou avec le plateau, c'était une interview qu'il avait faite à part, où il parlait un peu de la Nation of Domination, il parlait un peu du passé, ça n'avait rien à voir avec Reigns, rien à voir avec la storyline, mais je me dis qu'à partir du moment où il montre à l'écran à Talking Smack le Rock, c'est peut-être déjà le début de quelque chose, donc c'est peut-être bon signe pour avoir le fameux Rock Reigns que, j'ai envie de dire, beaucoup de fans attendent, hein, il faut le dire, et c'est évidemment la logique, ce serait la totale logique dans la storyline, et on verra bien ce que ça donne. Voilà, et on va passer donc maintenant au main event surprise, l'Inferno match, donc le Firefly Inferno match. Et oui, c'est... Alors effectivement, dans ma vidéo pronostic, il n'y avait pas eu cette stipulation encore d'ajoutée. Et oui, c'était juste un match entre le Finn et Orton, il n'y avait pas de stipulation. Et ce que je vous disais, c'est... Ouais, bon, ça va être probablement un cinématique match, parce que bon, si c'est un match sur le ring, on va se faire chier, quoi. Voilà. Eh ben non, on nous annonce non seulement une stipulation Inferno match, donc qu'on a déjà vu plusieurs fois, hein, 5 fois dans le passé, hein. Je me suis même amusé à les revoir tous, alors un peu en accéléré certes, mais je les ai tous revus, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a eu le premier entre Kane et Taker en 98, il y en a eu un autre entre Kane et Taker l'année suivante, il y a eu un match entre Taker et Triple H aussi, en 99. Il y en a eu aussi entre Kane et MVP en 2006. Et il y a eu le dernier en date entre Wyatt et Kane en 2013. Donc il n'y en avait pas eu depuis 7 ans. Mais c'était toujours de la merde. C'est une stipulation qui est pas bonne.
qui est chiante, et qui ne vaut surtout que par, on va dire, le côté impressionnant, spectaculaire, visuel, quoi, l'effet visuel qui est effectivement plutôt joli, mais niveau in-ring, c'est général, c'est très faible, c'est très faible. Donc cette stipulation laissait pantois, laissait perplexe. On pouvait se dire bon mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est un cinématique match ou pas? Quelle est la règle? Puisque est-ce qu'il va falloir faire le pin pour gagner? Ou est-ce qu'il va falloir immoler son adversaire par le feu? Puisque, il faut le dire, la dernière fois qu'on avait eu cette stipulation Inferno Match, comme je vous le disais, c'était Wyatt Kane en 2013, mais pour la première fois de l'histoire des Inferno Match, eh bien ça s'était fini par un pin. Wyatt avait fait le pin sur Kane avec l'intervention de Harper et Rowan à l'époque. Donc il n'y avait pas eu d'immolation par le feu. Alors qu'il y en avait eu dans toutes les éditions précédentes. Donc c'est pour ça qu'on pouvait avoir le doute sur la fin du match. Voilà, maintenant, ce que je me disais, bon, bah Firefly, bah univers de Wyatt, donc on va voir les marionnettes, on va voir du Alexa Bliss, on va voir quelque chose de très psychologique, on va voir des flashbacks et tout et tout. Oh là là, que nenni. Bref, on va en parler plus tard. Déjà, on a 2 entrées interminables, hein. Après celle de Roman Reigns déjà qu'on avait eu là. C'est vrai, il y a une belle concurrence là. Là, la succession de Taker là, ça y est là, elle est lancée là avec les entrées interminables. Ça aurait été aussi un peu le leitmotiv de cette soirée, de ce pay-per-view. Donc très surpris donc que ce ne soit pas un cinématique match hein, finalement, vu l'état de la table des commentateurs en plus, hein, qui était complètement détruite après le match précédent, tous les déchets qu'il y avait autour, et que ce soit en plus le main event. Donc du coup ça annonçait une énorme image de fin, hein, un truc un peu choquant. Pour finir l'année, en beauté. Et, ce qui m'a gêné, surtout, donc c'est pas de cinématique match, donc, alors c'est un match enregistré, donc au final, l'histoire des tables écrasées et tout, ça comptait pas, hein, au final, hein. On s'en foutait, puisque finalement c'est un match qui a été enregistré un peu plus tôt dans la journée, mais, ce qui m'a surpris, c'est que le match commence normalement. Et comme en direct, hein, il faut le dire, j'avais le son très baissé puisque j'étais sur Discord, hein. J'étais avec les camarades Jack Jones et Papy Catch avec le son baissé. Du coup, j'ai pas entendu ce qu'avait dit l'annonceur, mais en fait, il a raconté la stipulation qu'il fallait immoler son adversaire pour gagner. Sauf que moi en direct, je l'avais pas entendu du coup avec le son baissé. Du coup, je comprenais pas le but du match quoi. Mais on va dire que je l'ai deviné tout seul en voyant que Orton portait une combinaison et que il y avait pas d'arbitre. Donc j'en ai déduit tout seul qu'il fallait bien immoler son adversaire par le feu. Donc voilà. Bref, voilà. Puis on comprenait après plus tard dans le match, hein, forcément puisqu'ils cherchaient à se brûler l'un et l'autre. Un match qui est donc vraiment très spécial, donc c'est vraiment très particulier. Et je trouve que les flammes arrivent bien trop tard. J'ai calculé 3 minutes 24. 3 minutes 24 pour avoir ces putains de flammes qu'on attendait. C'est trop long. Et en plus, bon, elles apparaissent d'une façon un peu bizarre, puisqu'elles n'entourent pas le ring, comme dans le passé. Ça m'a un peu déçu de ce côté-là. Du coup, ça donnait bien plus de liberté aux lutteurs, que dans les précédents matchs, hein, puisque c'est pas au niveau de l'apron du ring que se trouvent les flammes, mais derrière les barricades. Donc ça donnait peut-être un peu moins ce côté barbecue, ce côté un peu serré là, autour des flammes. Il y avait beaucoup plus d'ouverture d'espace pour les 2 adversaires. Donc ça m'a un peu gêné à ce niveau-là, j'ai trouvé ça un peu décevant. Mais quand bien même, ça donne un petit côté, oui, avec ces flammes torsadées, ça donne un petit côté un peu esthétique, mais voilà, ça m'a un peu perturbé. Alors évidemment, en laissant plus d'espace à l'extérieur, ça aura permis notamment de faire le spot de la chaise, avec la chaise à bascule qui se trouvait dans le coin là, qui a ramené le Fiend. Il a assis Orton dessus, il a mis de l'essence par terre, avec l'allumette, il a tenté de faire brûler le tout. Esquive d'Orton, il s'enfuit, la chaise prend feu, voilà. Le spot est pas mauvais en soi, hein, mais c'est plus du visuel qu'autre chose, hein, voilà. Après, le reste du match, il est pas fameux en soi, voilà, c'est juste on cherche juste à se brûler l'un et l'autre, voilà, c'est la stipule du match, quoi, hein, mais malheureusement ce sont les limites de la stipulation, quoi. Les images sont belles, voilà, on tente de nous raconter une histoire, mais comme ce fut le dernier match de pay-per-view de l'année, il se devait de finir avec une image forte, voilà, comme je vous disais, mais une image forte quand même qui posera beaucoup de questions, puisque au final donc, Orton retournera une mandible claw en poussant
le Fiend au feu, hein, il le repoussera contre la barricade, et il y avait le feu qui était juste derrière lui, du coup le Fiend prend feu, il reviendra quand même sur le ring, le Fiend, avant de se faire cueillir d'un RKO. Du coup, il est KO, il est complètement inanimé au sol, le Fiend. Orton part à l'extérieur. Enfin, il va quand même, il donne des petits coups de pied pour voir s'il a encore, s'il donne encore signe de vie. Le Fiend, apparemment non. Du coup, il part à l'extérieur. Il ramasse, évidemment, la petite boîte d'allumettes là qui était bien disposée sur la barricade, hein, évidemment. Hein. Alors que t'as tout le ring entouré de flammes, mais il a quand même besoin d'avoir des allumettes. Hein. Bon, bref. Donc la petite boîte d'allumettes, il prend une allumette et délicatement, il l'enlève de sa boîte. Et là, il nous tease quelque chose, évidemment, les commentateurs, non, 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 non. Et puis finalement, il balance l'allumette sur le Fiend, qui finalement termine en méchoui. Hein, voilà, d'où ma petite vanne sur ma vignette, hein, méchoui beaucoup, méchoui pour tout, méchoui beaucoup le Fiend. Et c'était un mannequin bien évidemment, hein, mais que j'ai trouvé plutôt réaliste et plutôt bien foutu. Hein, il faut souligner les couilles de, et puis il faut souligner aussi les couilles de Wyatt comme d'avoir quand même cramé la première fois. Hein, parce que évidemment c'était vraiment lui qui avait cramé la première fois et qui s'était pris en plus un RKO juste après. La tenue camouflée d'Orton en plus aurait pu nous faire douter. Hein. Je suis content sur le résultat, parce qu'on peut se dire bon bah il va cramer, c'est lui qui va cramer, mais finalement non. Mais il avait quand même aussi son impair, hein, il avait gardé son impair le Fiend. Donc ça donnait quand même un peu de suspense à ce niveau-là. Et je suis content d'avoir changé mon prono en faveur d'Orton, puisque effectivement dans ma vidéo pronostic, je vous avais donné la victoire du Fiend. Mais j'ai changé en cours de route, puisque en fait j'ai réfléchi et je me suis rappelé quand même qu'il avait pris 2 mandible claws lors des deux derniers Raw, et je me dis ah, il a quand même beaucoup subi. Donc je me demande s'il va pas y avoir une compensation, et ça n'a pas loupé. Et puis bon, il n'y a pas de tombée, donc à la limite, hein, qu'on se fasse immoler, ça décrédibilise personne, c'est pas bien grave. Mais maintenant, même si c'est encore une défaite du Fiend, hein, malheureusement, hein, évidemment. Mais bon, bref, c'est pas un pin, on va dire, c'est moins honteux qu'avec Goldberg, hein, entre parenthèses. Maintenant, ce qui m'embête, je vais encore en revenir à mon fusil de Chekhov hein, de tout à l'heure, avec Bliss et la bouteille de champagne de Bliss et Carmella, c'est l'absence d'Alexa Bliss. Parce que, me parlez pas de ses congés, je sais bien qu'elle était en congé, j'ai lu les news comme tout le monde. Mais bon, ça faisait quand même 2 Raw consécutifs qu'elle était pas là. Elle a tourné son épisode du reboot de Pucky Brewster, elle était en vacances et tout. Mais ça va, elle aurait pu faire, vu que ce match était un peu enregistré, elle pouvait faire une petite apparition, tourner un petit tournage de merde, de rien du tout, une petite intervention. Ça mangeait pas de pain, elle aurait pu le faire. Voilà. Bref, et ça n'a aucun sens, puisque c'est exactement le même reproche que j'ai fait lors de ma review de SummerSlam, lors du match entre Braun Strowman et le Fiend, où Bliss, qui était exactement pareil, l'élément central de la feud et de la storyline, et qui aura également brillé par son absence. Où était Alexa Bliss? Je l'attendais, je me disais peut-être elle est sous le ring, elle va apparaître à un moment donné, c'est sûr, puisque le ring était complètement bloqué, enfin, c'était barricadé tout autour. Même au niveau de la rampe, donc je lui dis bon bah elle va pas pouvoir apparaître là, bon bah elle est encore sous le ring, c'est encore la dernière possibilité. Et ben même pas, et encore un faux fusil de Chekhov, comme la bouteille donc, puisque c'est l'élément central. La meuf elle est censée être le point faible du Fiend, ou en tout cas le point faible présumé du Fiend dans l'histoire. C'est ce qu'Orton pense en tout cas, et c'est ce qu'on nous raconte, hein, avec le segment d'Euro où il porte Bliss dans ses bras, le Fiend est en face, là il a l'air un peu mal, du coup il la redépose, et il la redonne au Fiend, et puis là il est content Orton de son résultat, il sent qu'il a réussi à rentrer dans la tête du Fiend, et à peut-être trouver son point faible, c'était ça l'histoire, mais au final dans ce match, qu'est-ce qui se passe? Bliss est absente, et le Fiend brûle quand même, il perd le match et il brûle quand même, donc malgré l'absence de Bliss. Donc, est-ce que, véritablement, Alexa Bliss était le vrai point faible et le vrai faiblesse du Fiend? Bah apparemment non. On pourrait peut-être même se dire que c'était finalement sa force, Alexa Bliss. Et encore, on n'en est même pas sûr, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, à Raw, les 2 dernières fois, le Fiend a porté à chaque fois une mandible claw Orton, et a réussi à prendre le dessus sur Orton, sans l'aide de Bliss, qui était donc absente lors de ce dernier Raw. Donc il arrivait à prendre le dessus sans Bliss. Donc ça n'a aucun sens en réalité. Bliss, on ne sait même pas si c'est la force ou la faiblesse du Fiend. C'était pourtant ça l'histoire. Ça, vous voyez ce que je veux dire?
quand on essaie j'essaie d'être cohérent, de trouver de la cohérence dans les histoires, et là j'en trouve pas. Ce qui peut être intéressant, c'est la photo Twitter qui a été publiée par Wyatt juste après le show. On voit une chenille dans son cocon, et il dit juste thank you, voilà, avec un rond rouge, parce que voilà, il y a un rond rouge qui met à chaque fois là, dans ses derniers tweets. Donc ça peut peut-être annoncer une métamorphose du personnage du Finn qui là probablement est mort. On ne reverra plus le Finn sous cette forme-là, à moins d'une résurrection, hein, comme le Boneyard, hein, où AJ Styles s'en est sorti, on saura jamais comment. Maintenant, le gars, on sait jamais, hein. Ils sont capables de tout à la VVE, mais je pense que le Finn, on le reverra plus sous cette forme-là. Donc et puis avec ce tweet, ça donne vraiment l'impression qu'il va y avoir une nouvelle forme de Wyatt, et la fin du Finn, et donc, ouais, l'attente peut-être d'un nouveau personnage, qu'on verra peut-être au Rumble, voire plus tard. Mais bon, du coup, c'est quoi, ouais, le Finn, c'est Cell, hein, pour les fans de DBZ, c'est Cell. C'est quoi, c'est Pokémon, c'est quoi en fait le Finn? C'est un personnage qui a plein de formes différentes en fait, c'est ça, il évolue quoi. C'est au choix, vraiment, c'est le Cell ou c'est Pokémon, on sait pas. Que va devenir Alexa Bliss? C'est ça aussi la question. Est-ce que la possible ou la probable mort du Finn va en quelque sorte briser le sortilège pardon, et la faire redevenir comme avant? Ça peut être quelque chose qu'on pourrait voir. J'ai hâte de voir ça, mais il faut raconter quelque chose. Il faut absolument qu'on voit Bliss à Arrow, là, pour son grand retour. Qu'on nous raconte quelque chose, parce que là, Bliss, son nouveau personnage, sa nouvelle identité, enfin, à un moment donné, il va falloir raconter quelque chose. Alors peut-être que celle qui va permettre justement de faire renaître la nouvelle forme du film, mais il y a des choses à raconter, mais pour l'instant, je ne comprends pas le rôle de Bliss, du coup, dans l'histoire. Comme je vous disais, pour moi, en gros, il faut recoller les morceaux, parce que là, pour moi, ils m'ont perdu, là. Ils m'ont perdu dans l'histoire. Certes, que Orton soit celui qui brûle le Fiend, pourquoi pas, puisqu'il avait eu brûlé il y a quelques années, la maison de Sister Abigail, donc pourquoi pas. Voilà, ok. Mais, que Bliss peut-être va dire, ah oui, tu as peut-être brûlé la maison de Sister Abigail, mais son esprit n'est pas mort, puisque j'incarne cet esprit. Et pareil, tu as peut-être brûlé le Finn, mais l'esprit du Finn vit encore. Et du coup, peut-être le transposer dans le corps d'un autre personnage, et une nouvelle évolution du personnage. Mais voilà, je vais encore très loin dans l'histoire, mais à un moment donné, il y a que ça à faire, de toute façon. Mais c'est le problème, c'est que maintenant on tourne en rond avec Wyatt. Le problème, c'est qu'il est mort depuis longtemps. Le Goldberg l'a tué, et on a beaucoup perdu avec lui. C'est un personnage qui est très intéressant, on va dire, d'un point de vue psychologique. Et son côté dédoublement de la personnalité, et avec une Bliss qui lui a apporté beaucoup aussi. Je trouve que c'est pas mal ce qu'elle a fait avec lui. Mais maintenant qu'il est brûlé, va falloir encore refaire quelque chose. Mais c'est un peu, malheureusement, on tourne en rond avec Wyatt. Il a pas de in-ring, donc il a une ring très limitée. Donc c'est surtout de la psychologie avec lui. C'est surtout de ce côté un peu cinématique, psychologique, qui prend le dessus avec lui pour compenser son manque de in-ring. Et les personnages, voilà, les histoires qu'on peut raconter, c'est surtout ça. Mais à un moment donné, on va vite faire le tour de la question. Et c'est peut-être déjà même le cas. Donc je sais pas ce qu'ils vont nous faire avec le Finn, ou en tout cas la nouvelle forme probable du Finn, qui ne sera peut-être plus le Finn du coup, qui va s'appeler autrement. Mais je suis un peu inquiet, on va dire. Et j'ai déjà un peu peur qu'on en est fini pour de bon avec Bray Wyatt. Voilà, il va peut-être faire encore ses Firefly, mais qu'est-ce qu'il peut faire de plus, quoi. Bref, en ce qui concerne le match, c'est un match évidemment avec peu de in-ring, hein, évidemment comme tous les Inferno matchs, peu de in-ring, et surtout du storytelling, mais comme ses prédécesseurs, donc j'ai vraiment du mal avec les Inferno matchs. Je suis pas fan de la stipu. C'est surtout joli visuellement, ça c'est sûr que ça en jette. Voilà, Wyatt qui lève les bras et puis pouf, tout le feu là qui jaillit. Dès qu'il y a un gros bump, un gros coup, poum, les flammes qui jaillissent. Ça c'est joli, ok, mais c'est juste du visuel. Voilà, c'est tout, c'est pas du catch en soi quoi. C'est juste du spectacle. Voilà. Et ce qui m'a gêné aussi, on nous annonce un Firefly Inferno match et non pas un Inferno match tout court. Donc moi quand j'entends ou même quand je lis Firefly Inferno match, moi je m'attends à voir l'univers de Wyatt. Je m'attends à voir tous ces personnages, ces marionnettes, et Bliss incluse. Et au final, on n'a rien eu de tout cela. Pour moi, je me sens lésé dans l'histoire, une arnaque même.
Il n'y a rien de tout ça, ça reste un match in ring. Donc je suis très déçu par rapport à ça, donc c'est un inferno match. Ne racontez pas d'histoire, il n'y a pas de Firefly de mes couilles, c'est que c'est un inferno match, c'est tout. Et alors, à noter aussi un petit détail, c'est que la cloche n'a pas sonné à la fin. Donc on comprend évidemment que Orton a gagné, mais la cloche n'a jamais sonné. On ne décrète pas le vainqueur, c'est bizarre aussi d'ailleurs. Alors au final, bon, la note, parce que j'en ai même pas parlé, bah c'est pas facile de noter ce match, mais si je devais le faire, je vais donner un 2,75, voilà, je peux pas donner plus, et les points seront surtout dus non pas au in-ring bien sûr, mais plus au storytelling, aux beaux effets visuels, la petite dramaturgie, et au petit suspense final, voilà. J'aurais peut-être aimé un truc un peu plus spectaculaire, hein, qui pouvant entraîner l'immolation du Fiend, la première immolation, hein, pas la dernière, ce qui a permis d'en finir avec le match. J'aurais aimé peut-être quelque chose de plus spectaculaire qu'un simple contre de la Mandible Claw, quoi, retourné. Bon, voilà, ça c'était un peu ce qui m'avait aussi gêné. Mais en soi, c'est du spectacle. On va dire que c'est le E par excellence de la WWE là qu'on a vu dans ce match, mais surtout pas le W de wrestling. Ça, c'est sûr. Voilà ce qu'on pouvait donc dire pour ce pay-per-view. On va passer au bilan maintenant. Un show qui, globalement, je dirais, est plutôt correct, sans être exceptionnel. J'aurais quand même bien aimé les deux matchs tag, hein, qui auraient été très très corrects, très propres, et le TLC, le match universel, hein, bien sûr, TLC, qui aurait vraiment livré la marchandise. Et seulement malheureusement la fin, les 5 dernières minutes du TLC du titre WWE. Donc seulement à partir de l'entrée du Miz, malheureusement tout le reste pour moi aurait été raté. Le Carmella Banks c'est sans surprise un peu en dessous du reste, quoique convenable au final et moins pire que ce que je pensais. Et évidemment l'Inferno match, de par son côté très très spécial, sera aussi en dessous, hein, de par donc c'est Stipu qui n'a jamais donné de bons matchs dans le passé. Donc forcément voir sans mini-event, hein, évidemment, c'est pour le côté spectaculaire et probablement la fin du Fiend, c'est pour ça qu'ils l'ont fait, mais sinon, soit c'était pas un grand match. Un show dont je vais donner une note globale de 3 étoiles 25, donc une bonne note quand même, un 3,1, hein, c'est une note qui englobe le tout, hein, donc le kick-off compris, donc c'est vraiment le global sur ce que j'ai vu. L'opener aura été ma grosse déception, hein, donc de la soirée, hein, comme je vous le disais, un pay-per-view qui s'en tire plutôt avec les honneurs, hein, plutôt bien donc comparativement à un grand nombre de pay-per-view qu'on a pu avoir dans l'année, hein, il faut le dire. Il y a eu bien pire que celui-là, mais il y en a eu quand même quelques-uns qui étaient meilleurs. Donc on clôture l'année 2020 avec finalement la dernière image d'un pay-per-view de la WWE en 2020, ça aura été l'image d'un Fiend brûlé vif. On verra ce qu'il en sera pour l'avenir de Wyatt, mais cette image peut aussi refléter la volonté aussi peut-être du USA Network d'avoir plus de contenu adulte à Monday Night Raw, et on verra justement si dès ce soir à Raw, on verra la différence. Un Monday Night Raw qui sera d'ailleurs très attendu, hein, mine de rien, car il faudra absolument que la WWE relève la tête dans la qualité de ses shows, parce que autour de moi, je le vois bien sur Internet, quand j'en parle sur Discord, quand j'écoute les vidéos des uns et des autres, les podcasters, etc., je le vois bien que beaucoup de fans ont baissé les bras et en ont ras-le-bol de la WWE. Il faut le dire. Donc j'ai jamais vu de réaction pareille. Là, c'est la sonnette d'alarme qui est tirée depuis un bon moment, là, par pas mal de fans. Il y en a qui ont abandonné le produit, qui ne regardent plus les shows qu'en highlights. C'est terrible, quand même. Ça veut dire quelque chose. Donc, à un moment donné, on tire le truc, on dit à chaque fois, attention WWE, attention, vos shows perdent en qualité, attention, faut se réveiller les mecs, vos bookings sont nuls, vous buildez ça très mal, il y a beaucoup de matchs pourris, des fins pourries, vous racontez pas assez d'histoires, il y a pas assez de feud intéressantes et captivantes. On le dit depuis des mois et des mois et des mois et rien ne change. À chaque fois c'est pareil. Ah oui, on écoute les fans. C'est ce qu'avaient dit les McMahon dans un vieux segment là, il y a à peu près 2 ans. On attend toujours d'écouter les fans. Bah oui, on attend toujours que vous le fassiez. Et on ne voit pas le changement arriver. Donc, on espère vraiment que la résolution 2021 pour la WWE, ce sera de donner un vrai coup de pied dans la fourmilière, et peut-être que l'Euro de ce soir marquera déjà le premier pas vers ce changement que tout le monde attend, et moi le premier.
parce que moi je suis la VVE depuis des années, j'en suis un grand fan, mais je vous fais toujours des reviews de tous les pay-per-view depuis 4 ans maintenant, de tous les shows, j'en ai pas raté un seul, mais c'est vrai que il y a beaucoup de shows qui sont malheureusement pas bons, moyennasse, correct, mais jamais exceptionnel. Donc c'est ça le problème. Moi j'ai envie de voir des shows exceptionnels, mais malheureusement il y en a pas quoi. Il y en a pas. Alors on verra, je ferai peut-être probablement une vidéo un peu bilan, un peu de ce que j'ai aimé, pas aimé cette année à la WWE. Bon, j'aimerais bien vous faire un petit truc là-dessus, et on parlera peut-être même de WrestleMania, vous faire une petite carte un peu fantasy booking, comme j'avais fait l'année dernière. On verra bien. Bref, en tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, de bien vous porter, de passer par avance d'excellentes fêtes de fin d'année, un très bon Noël. Et j'espère que vous serez gâtés. Moi, j'aurai des figurines de catch, je le sais d'avance, notamment le Finn d'ailleurs. Ça c'est drôle de savoir que je vais avoir le Finn en figurine. Alors que il vient de mourir. Moi, je vais avoir la figurine, donc il va devenir un collector. Je vous la montrerai si ça vous intéresse. Allez, passez une bonne semaine, et je salue tout le monde, Papy Catch, J. Mark Sens, Enzo et Cody des rebuts du catch, et tous ceux qui me suivent sur Twitter. N'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner à ma chaîne. Qu'on continue de faire grimper tout ça, la communauté, commentez, n'hésitez pas aussi à donner votre avis sur le show. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et zéro miedo! Ciao à tous.